Tu as quel âge? 23 ans. Il te reste 57 ans. Donc qu'est-ce que tu fais de ces 57 ans? Combien de fois tu vas voir tes parents durant ces 57 ans? Est-ce que c'est pas de l'inconscience quand même à ce niveau-là, de se balader comme ça La différence entre l'inconscience et le courage est parfois très ténue. Putain, ça c'est carré ça. Ça c'est militaire ça. Faut vraiment respecter le fait que c'est des combattants qui meurent en plus, donc c'est pas rien quoi. Des pères de famille, des fils, ouais, des c'est des gens qui font des vrais sacrifices quoi. Donc là, nous avons Azraël, hein, le dieu de la mort, voilà, très bien. Que si on a un réducteur de son, ben non seulement on va réduire le son, mais en plus on va réduire la flamme, et donc on sera quasiment invisible. Ils ont fait une débauche de moyens absolument incroyable pour un tir d'élite qui était planqué dans un minaret, il me semble. Et ils ont fini par faire exploser le minaret avec des bombes larguées par l'aviation. Un tir à la tête, s'il est bien placé, c'est l'effacement instantané du corps. Chers amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'émission L'œil du pro. On avait commencé avec Philippe de Paris, un ex de la BRI sur Call of Duty, et aujourd'hui on reçoit Louis Saillant. Bonjour Louis. Bonjour Armel. Tu es un ancien commando marine, donc tu as commencé quoi en 2010? C'est ça, c'est correct. Et tu as fini ta carrière en... J'ai fait après 10 ans dans les opérations spéciales. D'accord. Et bien alors aujourd'hui, avec Louis, on va essayer d'analyser des images d'archives de la guerre civile syrienne de 2013. Et puis donc Louis, tu vas nous donner un petit peu ton regard de professionnel. Bon, on va voir ça. Et bah allez, c'est parti. Alors, en préambule, je pense que ce qui est important de noter là, avant de bien comprendre les vidéos, c'est que là, c'est des vidéos qui sont prises en amateur, et c'est très probablement des vidéos qui sont prises par des rebelles au régime syrien. Donc, c'est des rebelles qui, on le sait aujourd'hui, sont irradiés par les sphères djihadistes. Donc c'est du terroriste qu'on va voir en action, et à chaque fois qu'on va voir des chars, parce que je devine qu'il va y avoir des chars dans ces vidéos-là, il faut bien penser que les chars appartiennent aux armées conventionnelles du régime de Bachar el-Assad. Donc c'est deux entités qui sont très différentes et qu'il faut vraiment distinguer. Donc là on peut voir déjà des gars qui sont agenouillés contre un remblai, il n'y a pas d'uniforme déjà, donc ça nous laisse comprendre que c'est pas une armée régulière, une armée guérilla. Là, on voit des gars qui ont des coiffes traditionnelles. Donc là, on comprend bien qu'on est du côté des terroristes. Alors voilà, il y en a un qui a la shahada, donc la prière musulmane, sur le front. Alors là, là c'est du tir de PKM, donc qui est une arme russe. Tout ça, tout ce qu'on voit là, c'est de l'armement russe, qui est très répandu dans ces régions-là. C'est des armes qui se sont répandues après la chute du bloc soviétique et qui continuent aujourd'hui à être produits, notamment dans les usines chinoises, parce que ce sont des armes extrêmement fiables, qui ont des munitions qui ne coûtent pas très cher et qui fonctionnent très bien, qui sont très performantes. Et alors concrètement, on a vu le soldat, enfin le rebelle, se lever pour tirer la mitrailleuse un petit peu dans le vent. Alors, on appelle ça un tir à l'irakienne. Okay. C'est un tir donc, que nous on fait pas, mais pour autant qui est intéressant de connaître, parce qu'on ne sait jamais. C'est un tir où effectivement on n'aura pas les organes de visée en cible. Donc on tire un peu au hasard. Donc là, c'est des tirs de saturation, hein. C'est des tirs qui permettent de faire baisser la tête en face, comme on dit, sans trop s'exposer. C'est-à-dire je n'expose que mes mains et mon arme au-dessus du muret, au-dessus de la fenêtre, juste pour faire baisser les têtes en face. D'accord, en fait, donc je fais baisser les têtes de l'adversaire pour pouvoir éventuellement me déplacer, c'est ça pour manœuvrer, bien sûr, ouais. Je fixe, je manœuvre. Okay. C'est la base du combat. D'accord. Armel, tu dois savoir ça quand même. Ah oui, bien sûr, mais... Le temps que tu regardes des vidéos, ça devrait paraître évident. C'est vrai. Là, donc on a un char de l'armée conventionnelle. Alors il se peut qu'il y ait des chars qui soient volés par les rebelles, mais c'est relativement rare, parce qu'un char, ça demande de l'entretien, ça demande de la formation. Ouais. Mais c'est tout à fait possible, hein. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Ce qui veut dire qu'en fait, les rebelles ont la structure logistique pour entretenir des parcs. Alors justement non, mais il se peut qu'ils puissent voler un char jusqu'à ce qu'il tombe en panne et le faire fonctionner à leur profit. Et alors là, un char en ville, parce que nous, on a l'image du char en race campagne, etc., pour tirer à distance, mais en pleine ville, c'est quand même hyper dangereux. Mais quelle excellente question, Armel. Le char en ville. Totalement spontané. Qui est totalement spontané. En fait, on en a parlé un petit peu avant. Non, en fait, effectivement, le char en ville, c'est quelque chose de relativement audacieux. Donc c'est une stratégie qui est particulière parce que le char, c'est la meilleure arme qu'on puisse utiliser contre l'infanterie en terrain ouvert. Vous avez un char, vous êtes le cake. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en terrain ouvert. Maintenant, quand on rentre en ville, c'est toujours une arme qui est très intéressante parce qu'elle est blindée. Elle a une portée importante et une capacité de destruction qui est très importante avec un canon, des mitrailleuses, mais elle devient très sensible aux attaques, notamment du haut de bâtiments par exemple, où on peut lancer des objets, donc du mortier, de l'explosif sur le directement, char, directement un obus de mortier. Ouais, absolument.
Ou alors, comme dans le film Il faut sauver le soldat Ryan, on voit les gars qui sortent de derrière un bâtiment et qui viennent coller une munition sur la chenille du char, ce qui l'immobilise et rend sa manœuvre très compliquée. Et parfois dans les jeux vidéo, on voit des unités qu'on peut utiliser en tant qu'unité. Une grenade par exemple sur un char, donc une grenade à main classique. Hein. Est-ce que c'est effectif contre un blindage ou dans le canon absolument inefficace. D'accord. Alors dans le canon, il y aura un intérêt. Ouais, Alors avant d'attraper le canon d'un char, va falloir se lever tôt, c'est possible, hein, mais ça mérite une médaille. En revanche, contre un blindage standard, ça n'a absolument aucun intérêt. Les seules munitions qui sont efficaces contre un char, c'est les munitions anti-char, par définition. Donc perforantes en fait. Ce sont des munitions perforantes qui ont une particularité qui est celle de produire un dard incandescent. Donc là, nous avons du RPG-7, donc du lance-roquette russe qui fonctionne plutôt bien. C'est pas d'une grande précision, mais ça marche bien. À quoi ça sert un lance-roquette? Alors un lance-roquette, c'est une arme qui permet de fixer donc du véhicule en règle générale, à moins d'avoir une tête antipersonnelle, où là on aura de la fragmentation, ce qui va en faire une arme antipersonnelle à distance. Donc typiquement, c'est une arme qui est à privilégier contre les véhicules légers, donc tout ce qui est véhicule avec un blindage léger. Ou alors avec une munition anti-char contre les chars, bien sûr. Et enfin, avec des munitions antipersonnelles, ça peut être pour tirer dans une fenêtre ou dans un lieu réduit où on est sûr de faire du dégât parce que c'est à peu près confiné. Quoi. Et le RPG, c'est réutilisable? Les munitions, on peut... c'est l'avantage des munitions russes, c'est qu'en fait, c'est des munitions qui sont rechargeables à la main par un opérateur. Donc c'est tout simple, on rentre, on visse, bon il y a deux, trois petites choses à faire que je ne vais pas dire, mais une fois qu'on les a fait, le truc part et ça marche bien. Ok, d'accord. Alors je le dis pas, parce qu'en plus on retrouve des munitions qui partent avec les systèmes de déclenchement encore en place, et donc du coup les munitions pètent pas. Ah génial. C'est pour ça que je le dis pas. Ah d'accord, oui. Parce que du coup c'est parfait, quoi. Il nous donne des munitions en fait. C'était jamais arrivé sur le terrain, toi? Enfin, vous avez déjà le coup quand même d'une munition non amorcée qui vous aurait tué? Moi non. Mais t'as des collègues. Mais c'est arrivé de retrouver les munitions tirées et en fait ils n'ont pas fait les bonnes procédures, donc la munition n'a jamais explosé. Ah, alors ça, ce sont mes combattants préférés. Donc là, nous avons Azrael, hein, le dieu de la mort, voilà, très bien. Donc en plus qui trébuche sur la fin. Donc là, on comprend que Ahmed a compris qu'il y avait un des gars de l'équipe qui avait sorti sa GoPro. Ouais. Et donc là, c'est le moment de ramener des vidéos à la maison. Et donc là, on se met tous à tirer en même temps. Il y a ce phénomène-là qui existe. Donc attention, méfiez-vous. Quand vous sortez une GoPro, ne faites pas les fous, quoi. Ce serait mon Ne sortez pas de GoPro avec vos potes irakiens. C'est ça. Alors lui, il vient de se tirer dessus. Ou prendre un éclat ou de se faire blesser à la main. Oui, parce qu'en fait, une balle, elle peut produire des éclats en fait. Elle peut taper à côté de moi. La plupart des blessés se font par éclat. D'accord, ouais, ok. La plupart des blessures aujourd'hui dans l'armée française, c'est des blessures par éclat. Mais il y a aussi bien sûr des blessés par balle, mais c'est une minorité. D'accord. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant quand on tire autour d'un angle, près d'un muret, c'est de savoir où est-ce qu'on tire. Donc ça fait partie des principes qu'on apprend aux bons tireurs, c'est de veiller à ce que la cartouche ne tombe pas sur le mur pile poil devant son nez. Parce que ça, il est très fort probable que ça mène à des blessures, des lésions extrêmement graves au niveau du visage, surtout au niveau des yeux. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui peut tout à fait arriver même en entraînement, hein, ça arrive, et vous vous retrouvez avec un œil en moins, pour combattre c'est quand même plus complexe. Et alors je sais pas si on peut révéler sur quel théâtre d'opération tu as été déployé. Sahel, Moyen-Orient. Ok, et alors est-ce que tu as déjà été confronté justement aux Rambo irakiens, ou enfin syriens en l'occurrence là Alors moi j'ai déjà vu des gars se battre comme ça effectivement, ouais. Oui, c'est assez impressionnant, parce que du coup on se dit que c'est réel en fait. C'est-à-dire qu'on se dit que ce gars-là existe vraiment, ce gars jusqu'au boutiste, il est là, il est en face de nous, et il a vraiment la volonté de mourir, d'en découdre et d'aller jusqu'au bout. Donc c'est une réalité qui est initialement intellectuelle, presque romancée, du jusqu'au boutiste, ouais, qui se concrétise soudainement face à nous. Ça fait réfléchir, on va dire. Alors justement, on parlait de romancé, mais toi tu as écrit un bouquin qui s'appelle Chef de guerre, dans lequel tu racontes justement ta vie de commando marine. Alors pour être plus précis, si je me souviens bien, c'est qu'en fait ton grand-père était militaire, et tu as beaucoup regretté en fait de ne pas avoir de mémoire sur sa vie militaire. Je n'ai absolument aucune information sur ce qu'il a fait.
Ce qui m'a amené à faire des recherches qui n'ont pour l'instant pas abouti. Un jour, peut-être qu'elles aboutiront. Mais effectivement, j'ai regretté de voir que tout ce qu'il avait fait est passé dans l'oubli. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je couche que je mette sur papier, moi, ce que j'avais fait, ne serait-ce que pour laisser une trace pour mes enfants. D'accord. Et donc, en fait, dans ton livre, tu racontes... Je raconte mes opérations. Alors, j'ai pris quelques précautions pour ne pas mettre d'autres soldats français en danger. Néanmoins, j'ai pu aller assez loin dans le récit. Et donc, c'est un vrai récit d'aventure et d'action que j'offre au lecteur. Bon, alors là c'est une arme qui est très répandue. Hein. C'est la Kalachnikov modèle parachutiste avec la crosse repliable. Elle est extrêmement pratique parce qu'elle est toute petite. La crosse peut se replier pour pouvoir faire de la chute avec, pour pouvoir sauter en parachute. Mais elle est très utile parce que du coup, en ville, typiquement quand on rentre dans des bâtiments, ça permet d'avoir une arme très courte avec un très fort pouvoir d'arrêt. Ça, ce sont les aléas du direct. Hein. Quand on voit un blindé qui arrive en face de soi, c'est impressionnant. Ça doit être terrifiant. Hein. Ouais. En fait, il y a même un son qu'on entend avant. On entend le cliquetis des chenilles sur le bitume. Et on entend ce cliquetis-là, qu'on entend d'ailleurs dans le Call of Duty, pas dans le Call of Duty, pardon, dans le Soldat Ryan, une fois de plus. Ouais. Il faut sauver le Soldat Ryan de Spielberg. On entend le cliquetis du char en ville. C'est quelque chose qui est assez impressionnant. C'est psychologique, ouais, ça résonne. Ouais. Alors lui, là c'est très intéressant. Là, sa munition a fait ce qu'on appelle un long feu. Ouais. Ça peut arriver lorsque les munitions sont mal stockées, qu'elles sont mal utilisées. Il se peut que les munitions, au lieu d'avoir un percuteur qui envoie la fusée, qui pousse la munition, en fait, il se peut que la fusée brûle sur place sans provoquer l'effet de poussée. Aïe. Et donc à ce moment-là, en fait, on a ce qu'on appelle donc un long feu. Et donc là, les réflexes de ces braves hommes est bien sage. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite s'éloigner du truc parce qu'on ne maîtrise plus le moment où la charge va être mise à feu. Donc il se peut que ce soit dans les secondes qui suivent, comme 3 minutes plus tard. Donc là, ça cause une situation qui est assez compliquée. Oui, déjà sur le terrain, j'imagine que quand tu as une arme comme ça... il faut prendre des décisions rapidement. Ouais, d'accord. On est ralenti, donc là, on voit bien la flamme qui sort derrière. Épaulé, le gars, il a appuyé sur la détente, tout le coup est parti. Voilà, exactement. Il n'y a plus grand chose à faire. Donc là, c'est de la... C'est intéressant, là, on voit tout le spectre, là. Donc là, c'est un Sukhoi qui est passé, je ne saurais pas dire lequel, mais qui a lancé de la munition freinée. Donc c'est des munitions qui sont parachutées, et qui ont elles sont freinées pour différentes raisons, notamment lorsque l'on veut que la munition tombe bien verticale au sol, et non pas avec un angle. Pour avoir une meilleure efficacité quand il s'agit de bunkers, par exemple, ou de bâtiments durcis. Bon, alors là, c'est ce qu'on appelle le happy shooting. Donc là, tous les mecs des boules, chacun veut tirer une cartouche parce que y a un des copains qui a sorti sa GoPro. Donc là, c'est extrêmement dangereux. Parce que tout le monde s'expose dangereusement, prennent des risques. Là, ils sont exposés, ils ont pas de protection. Et enfin, il y a toujours le risque qu'il y ait un copain qui se prenne une cartouche alors qu'on voulait tirer et qui passe devant les autres, etc. Donc là, c'est des situations qui sont extrêmement plus dangereuses qu'on ne le croit. Et le fait de rester en groupe comme ça, en masse, c'est aussi un danger, je sais pas, tactique ou... C'est extrêmement dangereux de rester en groupe, effectivement, puisqu'au lieu de perdre un bonhomme isolément, on va en perdre 10. Une voiture suicide ou... Alors, là, c'est très intéressant parce que l'hésitation que tu as eue, là, sur la vidéo, je pense que c'est l'hésitation qu'ont énormément de soldats lorsqu'ils sont dans la guerre de guérilla. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, on voit des véhicules civils passer. On nous dit, dans ce véhicule-là, il y a de l'ennemi. Dans ce camion, c'est sûr, il y a des explosifs, il faut l'intercepter. Mais parfois, le camion, il ressemble pas du tout à un camion ennemi. Et donc, c'est là où il faut avoir une certaine forme de discernement. Faut agir en conscience parce que c'est là où les règles de la guerre, qui sont généralement très claires, très lisibles, deviennent extrêmement floues. Et là, on joue avec du micrométrique. Est-ce que je tire ce véhicule-là? Pourquoi pas le deuxième? Derrière un véhicule banalisé, est-ce que ça peut être un véhicule ennemi? Là, on voit que c'est un camion. On voit pas vraiment qui est dedans, on voit pas vraiment ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est lui qu'il faut tirer? Enfin, on sait pas trop. Il y a le paramètre civil en fait. C'est la difficulté des guérillas et des guerres civiles, c'est qu'en fait. Exactement. Il n'y a pas d'uniforme. Donc du coup, on relègue ce discernement
à l'opérateur, à celui qui va mettre en œuvre les systèmes d'armes, qui lui va dire je le sens, je le sens pas. D'accord. Là, je sens qu'il y a un danger, là, je sens qu'il n'y a pas de danger. Là, typiquement, on peut voir le véhicule, il ressemble à rien. Donc, c'est un véhicule standard. Hein. Mais par exemple, on peut voir, on est en race campagne, il roule quand même assez vite. Suspect. Déjà, il roule assez vite, ça doit déclencher un truc, quoi. On se dit, bon, il y a peut-être un truc, quoi. On sait pas. Faut être un peu vigilant par rapport à ça, même si ça permet peut-être pas de mener toute la réflexion, de se dire c'est de l'ami, c'est de l'ennemi. Ouais. A posteriori, derrière, on peut potentiellement regretter ou pas, mais on privilégiera sur le moindre risque, en fait. Qu'on va prendre. Ouais. Bah, c'est à voir, quoi. Ouais. Les limites, la force prime le droit. Putain, boum! Pour ça, c'est toujours difficile de juger les situations militaires en fait avec un œil civil en dehors, même si c'est utile bien sûr, il faut garder une certaine éthique et une certaine morale. Absolument. Mais c'est difficile. C'est extrêmement difficile de juger de ce que font les hommes sur le terrain. Sans le stress. Il y a, nous, dans les armées, clairement, quand on part, il y a une notion de confiance qui est hyper importante à avoir. C'est-à-dire qu'en fait, on a confiance les uns dans les autres, plus que on a, comment dire, on aura plus tendance à avoir la confiance les uns dans les autres, plutôt que de chercher à savoir si on est des grands légalistes. Si on connaît exactement la loi, si on connaît exactement les règles d'engagement. Ça nous intéresse moins que de savoir qu'on est tous des bons gars et qu'on veut tous faire la mission et on veut tous rentrer vivants. Ouais. C'est vraiment ça qui va primer dans notre démarche. Il faut confiance à la capacité, à la valeur humaine de la personne et son... C'est ça. Ouais, d'accord. Ah. Ça, c'est très simple. Alors, c'est très rare de voir ça dans la nature, mais ce sont deux chars qui s'accouplent. C'est extrêmement rare. Extrêmement beau, parce que c'est assez farouche en général. Ouais. C'est-à-dire l'instant comme Normalement, il y a toute une parade nuptiale avant ça. Oui. C'est très très beau. Ah oui. Là, on voit un deuxième prétendant qui passe, mais qui voit que la place est prise. Donc. Il attend son tour. Alors, là, voilà, là, on a vu le danger. Là, on voit le danger exact. C'est un peu graphique quand même, hein, parce que là, pour le coup... Ah oui, non, mais on va peut-être couper ça. Mais on foutra l'image. Enfin, bon, en gros, on a vu une scène où on avait donc un char, et donc le mitrailleur, a priori, était découvert au niveau de la tourelle, et on a une caméra, on a vu un soldat l'abattre. Et donc... Alors, ça montre, en fait, l'intérêt de cette vidéo-là, ça montre la vulnérabilité du char en ville, s'il n'est pas accompagné d'infanterie. Si t'as pas d'infanterie pour protéger, donc pour investir tous les bâtiments alentours qui pourraient présenter une menace directe, en fait, dès qu'effectivement l'opérateur sort la tête, ah bah, il va être la cible de tireurs de précision, de tireurs isolés, qui vont pas hésiter à neutraliser le tireur, parce que en quelques tirs de Kalachnikov, je neutralise le char. C'est quand même intéressant. Donc là, c'est un vrai risque. En fait, l'infanterie est un petit peu là pour couvrir les angles morts. Exactement, l'infanterie, en fait, elle est là pour aller rechercher le tireur de lance-roquette, le tireur isolé qui pourrait les harceler. Elle va investir, elle va prendre de la surface. Et donc, ça c'est un truc doctrinal hein, qu'on a toujours fait. L'infanterie en ville avec les chars. Bon, après, les doctrines évoluent. Il y a des histoires d'hélicos aussi, il y a des histoires de drones aujourd'hui, donc ça c'est d'autres éléments qui viennent s'imbriquer à la doctrine, mais qui continuent à évoluer en fonction des différents théâtres et bien sûr de l'environnement qui se présente à ces différentes unités-là, parce qu'il y a ville et ville. Il y a la ville très encaissée avec des grands immeubles, puis il y a la ville très ouverte avec des petites maisons isolées. Ouais. Ce ne sera pas la même dangerosité pour des unités de cavalerie. Alors ça par contre, c'est une manœuvre extrêmement audacieuse. Donc on voit qu'il a glissé un explosif dans le char par le canon. Et quelques instants plus tard, effectivement, on le voit qui passe. On va voir, ouais, c'est ça. On va voir le char exactement. Donc là, le char brûle instantanément, monte à des milliers de degrés instantanément. Il y a une surpression et une très grande montée en pression et en température dans le char, puisque le char est d'une part, il est étanche de l'extérieur, mais il est aussi étanche de l'intérieur. Donc si on arrive à briser cette étanchéité en trouvant un point d'entrée, en fait, on va avoir un phénomène d'explosion, de combustion qui va être décuplé par le confinement, la pression qui va être dans le char. Et comme une cartouche. Comme une cartouche, exactement. Ouais. C'est une surpression et une augmentation de température dans un volume très, très réduit. Et donc c'est pour ça qu'on voit des flammes extrêmement grandes sortir. Ça, en plus, est augmenté par le fait que le char stocke ses propres munitions. Oui. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur du char, il est fort probable, d'après les flammes, qu'il ait encore ses munitions à bord, donc des obus d'artillerie qui vont brûler instantanément avec la hausse de température et de pression. Alors,
Ça, c'est le genre de chose qui arrive quand on montre sa tête. Un tireur isolé. Un tireur isolé. Un soldat. Et on peut voir que là, la vue elle est filmée au travers d'un objectif qui grossit. Et voilà, donc ça, c'est les risques de la guerre. Et comment on fait pour gérer... Alors, sans rentrer dans les détails, mais comment est-ce qu'on fait quand on est une unité contre son ville pour gérer justement le risque des tireurs isolés? On se rappelle du film American Sniper où vraiment les snipers c'est une pression déjà les chars c'est une très bonne solution. Ouais. Avoir des chars. Donc ça veut dire que lorsqu'un tir est déclenché par un tireur isolé, je vais armer mon char et mon char va avec une très grande précision pouvoir neutraliser le tireur isolé là où il est. Donc que ce soit dans une pièce d'un immeuble, sur un immeuble, dans une maison, le char a suffisamment de précision pour pouvoir mettre l'obus là où on a besoin. Puisque la portée du char sera toujours supérieure à celle d'un tireur d'élite. Sauf les tireurs d'élite qui peuvent tirer à des... Et encore, les tirs les plus longs enregistrés, c'est entre 2000 et 3000 mètres. Donc même à 2000-3000 mètres, un tireur d'élite sera toujours vulnérable à un char qui est capable d'envoyer une charge explosive aux mêmes extrémités. Et si on n'a pas de char, on est bloqué. Si on n'a pas de char, c'est le risque que l'infanterie a face à du tireur isolé, c'est d'être fixé en fait. Donc un tireur isolé, il a un pouvoir de destruction qui est très fort, et il a aussi un pouvoir, une emprise psychologique qui est très forte. On peut le voir dans certains films de guerre où on voit un bonhomme tomber, mais on ne sait pas d'où vient le coup. Ouais, terrifiant. C'est absolument terrifiant, surtout quand on n'a aucune idée de l'orientation de l'ennemi, alors que par exemple si vous avez une arme collective, il faut savoir que les armes collectives laissent beaucoup de traces dans l'air. C'est-à-dire que généralement on voit la trajectoire des balles, ça fait beaucoup de poussière, donc on peut voir l'origine du tireur, on peut, d'après la trajectoire de multiples balles, déterminer à peu près l'angle du départ du tir, alors qu'un tireur d'élite c'est tellement éphémère qu'en fait c'est très difficile de savoir d'où il vient. Et t'as déjà Ceci étant dit, la difficulté du tireur d'élite, c'est de faire mouche dès le premier coup. Parce que s'il ne fait pas mouche du premier coup, s'il a raté un soldat français, son espérance de vie se réduit drastiquement, on va dire. Parce que ça veut dire qu'il a dévoilé sa position pour un coup raté. Donc ça veut dire que le prochain coup va être très difficile puisque tout le monde est planqué. Et du coup, si par malheur quelqu'un a vu le départ du coup, bah là ça devient une chasse à l'homme et on va tout faire pour le débusquer. Quitte à employer des moyens de l'aviation, hein, il me semble, dans la prise de... Alors, vous m'excuserez, là, je vais essayer de me rappeler des noms. Dans la prise d'une ville en Irak, ils ont fait une débauche de moyens absolument incroyable pour un tir d'élite qui était planqué dans un minaret, il me semble. Et ils ont fini par faire exploser le minaret avec des bombes larguées par l'aviation. Parce qu'il était indélogeable. D'accord. Et toi, t'as déjà été confronté sur le terrain à un tireur d'élite ou Pas un tireur d'élite, mais à des tirs fichants, ouais, des tirs de mitrailleuses lourdes, un peu sporadiques, on va dire. D'accord. Sans pouvoir vraiment déterminer l'origine, c'est quelque chose qui est relativement inconfortable. Ouais. Alors là, une fois de plus, on pourrait penser à une mine artisanale qui a été installée dans la route, et là on a le point de vue de l'observateur qui attend qu'un véhicule passe pour déclencher. Donc là c'est la traversée de la mort, donc là c'est assez intéressant. Les gars sont postés juste avant une zone dangereuse. La zone dangereuse, c'est l'axe de la route. Donc là ils sont en une espèce de carrefour, une espèce de carrefour on dirait, et donc ils savent qu'il y a des tireurs en amont et doivent traverser le plus vite possible. Si on court très vite, un tireur isolé, il n'aura pas le temps de faire la... C'est difficile. C'est difficile. Ouais. C'est difficile. Après, c'est jamais impossible. Un bon tireur peut faire un carnage dans ces cas-là. D'accord. Ça demande un courage hors du commun quand même. Par contre, ça demande énormément de courage. Bravo. Ouais. Voilà, typiquement, il y en a un qui n'a pas eu de chance. D'ailleurs, je me demandais, dans ce genre de cas, quand on a un blessé. Enfin, le but d'un tireur isolé d'ailleurs, c'est de neutraliser ou de faire un blessé. Parce qu'on pourrait se dire, tu vois cette rumeur qui circule que voilà, le but d'un tireur isolé c'est de faire un blessé comme ça, toute l'unité déstabilisée, il faut le prendre en charge, il faut l'évacuer. Ou... Dans la doctrine, il est toujours... dans la doctrine, on cherche à faire des blessés.
Nos calibres de guerre aujourd'hui sont calés sur la 5,56. Donc c'est une munition qui est faite pour blesser. Quand on fait une partie de chasse et qu'on veut chasser du sanglier, qui parfois ont des morphologies aussi lourdes, un poids qui parfois qui avoisine les 80 kg, voire les 100 kg, qui peut faire penser à un être humain, ben on utilise un calibre qui est bien supérieur parce qu'on veut arrêter le sanglier, on veut le tuer. Donc c'est la raison pour laquelle on utilise des calibres du type 308, qui sont des calibres qui ressemblent plus à la 7,62, donc les calibres russes, que les calibres occidentaux, qu'utilisent les Européens et les Américains. Donc du coup, la notion de blesser est très intéressante, parce qu'effectivement, elle va demander à l'ennemi, lorsqu'on le blesse, de lui apporter des soins. Et donc, il n'y a rien de pire que d'avoir un soldat blessé. Alors, bien sûr, moralement, on préférera toujours avoir un blessé qu'un mort. Ça, c'est inévitable. Maintenant, de manière tactico-tactique, et donc là, pour ça, il faut vraiment prendre des pincettes et bien comprendre qu'on ne souhaite jamais avoir de blessés. Tactiquement, la situation sera plus facile à gérer si on a un mort que si on a un blessé. Parce que le mort est mort. Même si, dans la réalité des prix, on ne considérera jamais un soldat comme mort, et on essaiera toujours de le ranimer le plus vite possible, et on essaiera de le garder en vie. Néanmoins, tactiquement parlant, c'est plus intéressant d'avoir un mort qu'un blessé. Donc la question morale est quand même assez fondamentale ici, et est-ce que, par exemple, avec l'émergence de mouvements plus fanatiques, islamistes, est-ce qu'on peut être confronté à des armées qui ne font aucun cas de leurs blessés, et qui les laissent mourir? Absolument, ouais. Absolument. Et du coup, pour vous, là, ça devient très difficile à gérer, en fait. Parce que Non, pas du tout, pas du tout. Ok, d'accord. Parce que vos calibres sont faits pour blesser, je veux dire. Vous perdez cet avantage, en tout cas. Alors, nos calibres standards sont faits pour blesser. Ça ne veut pas dire que quand on part à la guerre, on ne fait pas de mort. Oui, non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que la doctrine a décidé de nous offrir ce genre de calibre. Évidemment. Mais après, voilà, il y a certains organes du corps, quand on les touche, c'est l'arrêt immédiat de la machine. La machine s'arrête instantanément. Ouais. Donc ça, c'est une réalité. Et donc parfois, au lieu de mettre une cartouche, on en mettra plusieurs pour être sûr de tuer un bonhomme, de neutraliser la menace. On sera obligé. Donc si on doit faire ça, on le fera. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on va changer tous les calibres, parce que ça dépend d'une doctrine. Et qu'une doctrine, elle a été étudiée en fonction de besoins sur le terrain, en fonction de l'effet qu'on doit produire sur le terrain. Donc ça peut pas se changer comme ça. Alors là, nous avons ce que je préfère, l'aguerrissement. Voilà, donc là, nous avons le champion de roulade de la région de son régiment ou de son unité. De son unité. Voilà, apparemment, c'est le meilleur de tout le Levant. C'est le champion de Levant. Pour traverser les rues, pour les tireurs isolés, perturbés, on ne sait pas. Il y a peut-être on ne sait pas, effectivement. Une doctrine en cours d'élaboration. Peut-être. Alors là c'est marrant parce qu'on voit des étincelles passer. Les étincelles, ça arrive quand on tire. En fait, les tirs, il y a des flammes. Il peut y avoir des étincelles quand il y a des petits dysfonctionnements dans certaines armes. Et du coup, ça va révéler sa position. Ah ouais. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels il faut faire grand cas, puisque si on commence à tirer mais qu'on révèle rapidement sa position, ça peut aussi être un vrai danger si l'ennemi est assez habile, qu'il a des moyens de frapper loin et précis. Ça peut devenir un vrai handicap d'avoir une arme qui fait beaucoup d'étincelles ou qui fait beaucoup de lumière, par exemple. C'est pour cette raison que les officiers sont aussi pénibles, aussi tatillons que leurs soldats sur l'entretien de l'arme, etc. Et qu'on met autant Exactement. Alors d'une part ça, et d'autre part c'est pour ça qu'on peut voir sur certaines photos parfois des forces spéciales qui se promènent avec des silencieux en plein jour. Ah, c'est pour dissimuler la flamme. En fait, il y a d'une part le bruit, bien sûr, mais il y a aussi la flamme qu'on verra pas. Or, de jour, dans l'ombre, par exemple, on voit très très bien la flamme d'un canon. Quand elle est face à nous, on la voit très très bien. Et donc, du coup, ça permet d'isoler un tireur, d'identifier un tireur. Alors que si on a un réducteur de son, non seulement on va réduire le son, mais en plus on va réduire la flamme, et donc on sera quasiment invisible. Ok, on comprend mieux. On va avoir un petit peu de poussière, mais pas plus, quoi. Là, c'est de la traçante, là, c'est de la munition en 762 traçante, là. Quel est l'intérêt de la traçante? Alors, parce que tu parlais de pas arriver à position de tir. Une traçante, en fait, c'est mort. Hein. Non, alors la traçante, pour certaines armes, elle est obligatoire. Par exemple, pour les armes collectives, qui sont les mitrailleuses lourdes, par exemple. Quand je tire avec une mitrailleuse lourde, je ne suis pas en train de regarder dans l'œilleton où mes munitions tombent. Donc en fait, je suis obligé de prendre du recul, de regarder mon objectif au loin, de faire une salve, et en fait, dans ma salve, il y aura quelques munitions traçantes qui me permettront de voir à peu près où est-ce que mon coup tombe.
D'accord. Exactement. Ok. Et donc par rapport à ça, je vais ajuster. Ok. Et donc une fois de temps en temps, j'ai une petite munition traçante qui de- me permet d'ajuster en fait D'accord. mon arme, Ouais. parce que je vais pas regarder Dans le ton, tout le temps. dans un réticule, même si certaines armes collectives ont des gros réticules, mais c'est vraiment des gros réticules holographiques, par exemple, des points D'accord. rouges holographiques, Ouais. où là je vais pouvoir regarder de loin, mais c'est pour des petites salves. Ouais. Voilà, c'est D'accord. des petits 3 coups, 4 coups comme ça. Mais sinon, les grandes salves, j'ai regardé mon... Même si ça peut être un choix, par exemple, de ne pas mettre traçante du tout. Plus Pour discret, être du plus coup, discret, ouais, on va toujours. choisir de ne pas mettre de traçante, par exemple. Ah, d'accord. Ah, ils sont quand même bien groupés, bah, encore une fois là. Après, voilà, ils ont l'énergie, ils ont l'enthousiasme du combattant, quoi. Sauf qu'ils sont pas organisés. C'est des combats qui sont très limites, là. Hein. On est à la limite du tir fratricide. Hein. Ouais. Parce que du coup, est-ce qu'on peut. Parce que c'est vrai que typiquement, bah, je sais pas, des règles en centre de tir par exemple, ça va être surtout on ne passe jamais devant un tireur, Ouais, bien sûr. on se met jamais en avant, et là on voit Mais beaucoup. on continue à appliquer ça même sur le terrain. Hein. D'accord, oui. Sur le Une terrain, arme conventionnelle. on continue à faire extrêmement attention. On ne pointe jamais son collègue. Ça fait partie de nos principes d'entraînement. C'est d'entraîner justement à faire du dégât à l'ennemi sans se faire du dégât. Ce qui n'est pas aussi facile qu'on le pense. Dans la panique. Exactement. Dans le Quand stress, on a un coup de en tout cas. chaud, quand ça commence à tirer, quand on est un peu effectivement chauffé par les événements, bah, en fait ça devient très rapidement, on peut faire une aire de canon, passer devant un copain, etc. Donc ça arrive très vite. Et on continue à appliquer les règles de je baisse mon... Est-ce que par exemple on pointe jamais un collègue ou je baisse mon Jamais, canon si je passe jamais. devant lui, c'est ça hein Jamais. Ouais, toujours, ok. Jamais. Pourquoi ? Parce que, bon, à l'entraînement, on pourra dire, on est lucide, on est bien reposé, tout va bien. Mais dès qu'on commence à être un peu fatigué, qu'on doit faire attention, etc., bah, très vite, en fait, c'est là où les erreurs arrivent. Et c'est là où nos instincts, disons notre entraînement profond, entraînement long terme, va prendre le dessus et va nous aider à... En automatique un petit peu, quoi. Des Exactement. réflexes automatiques. Exactement. Des réflexes presque inconscients Ouais. qui nous permettent en fait de sauver la vie de nos copains. Alors là, c'est Need for Speed, je crois que c'est le 4e. Oh là, oui, d'accord. Voilà. Avec une Ça, petite c'est upgrade. Need for Speed Underground Baghdad. Bad Edition. Baghdad Edition. C'est assez stylé quand Là, même. c'est un DLC, hein. Là, c'est vraiment une autre tune. Ah, ouais. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les orgues de Staline. Donc ce sont des lance-roquettes multiples qui tirent les uns après les autres. Et ça a un effet de saturation. Ok, Donc ça va saturer une zone, et donc ça va l'interdire à tout personnel. d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de faire, ce monsieur ? Donc là, il essaie d'échapper de toute évidence à les tirs ennemis. En fait, plus, hein, on voit la débrouillardise et à la fois l'audace de ces gars. C'est pas de la Est-ce que c'est pas de la conscience quand même à ce niveau-là? Il faut se balader comme ça. La différence entre l'inconscience et le courage est parfois très ténue. Est-ce qu'un soldat français aurait le droit de prendre de tels risques? C'est pas comme ça qu'on réagit. C'est pas comme ça qu'on... Alors là, c'est Très exemplaire, courageux. parce que pour le coup, il va chercher un de ses Il va sauver camarades ses qui est camarades. blessé. On ne se dit pas, est-ce qu'on a le droit de prendre le risque? Mais on va se poser plutôt la question de savoir, est-ce qu'on a besoin de prendre ce risque-là? Le métier de militaire, pour le résumer simplement, c'est la prise en compte permanente du ratio risque-bénéfice. Si je prends ce risque-là, qu'est-ce que je gagne? Si je ne prends pas ce risque, qu'est-ce que je perds? En permanence. Et on va essayer de le moduler. On va essayer d'avoir des garanties, on va essayer de se protéger, on va essayer de faire en sorte que son camarade soit protégé pour arriver à la mission. Mais à chaque pas qu'on va prendre, on va essayer de mesurer, savoir est-ce que ça vaut le coup que je prenne ce pas pour l'accomplissement de la mission, ou est-ce que c'est un risque trop grand par rapport à mon objectif. Donc c'est en permanence l'exercice que l'on mène. Et là, en l'occurrence, on voit, il va chercher un de ses camarades qui est pris dans un véhicule. C'est quand même assez audacieux. C'est la fin de la compilation. Alors bon, pour conclure, toi en tant que militaire, donc ça a été ton métier. J'imagine que tu as dû voir la mort. Enfin voilà, c'est une situation que tu as dû connaître intensément. Quel est ton avis justement sur la généralisation de ces images d'archives partout sur Internet? Je pense qu'il faut faire très attention parce que la réalité est très différente de ce qu'on peut voir sur un écran. Un écran froid d'un iPad ou d'une télévision.
La réalité, c'est que c'est vraiment des êtres humains en face et que c'est vraiment quelque chose de particulier que de prendre la vie à un homme ou de voir un homme implorer pour sa vie. Voir un homme implorer pour sa vie, c'est quelque chose qui est particulier. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. C'est des regards que j'oublierai jamais. Et c'est pour ça que je n'aime pas commenter ces choses-là. Je n'aime pas vraiment regarder ces choses-là parce que c'est des choses que j'ai assez vues pour ne pas avoir à les revoir en boucle. Je pense qu'il y a une forme de pudeur qu'il faut avoir par rapport à ça. Et je pense pas que ce soit une bonne chose de diffuser ce genre d'images sur Internet. D'accord. C'est un peu rabat-joie ce que je dis, Non, mais c'est la réalité des prix. C'est-à-dire que l'exposition à la mort n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, je pense. Il faut accepter la mort. C'est quelque chose qu'on accepte, j'ai l'impression, un peu moins dans nos sociétés aujourd'hui. Or, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie intégralement. En tout cas, quand on part au combat, je pense qu'on en est bien conscient. On en est rapidement conscient. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois en être familier, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas respecter la mort, notamment la mort des autres. Et donc typiquement, quand on voit la mise en scène de la mort, même si ce sont nos ennemis, c'est des gens qui ont une famille, c'est des gens qui ont une dignité, auxquels en tout cas il faut laisser une dignité. Et donc typiquement, moi, si j'avais un membre de ma famille qui devait mourir, ça me ferait mal de voir la vidéo de sa mort tourner en boucle sur Internet. Et est-ce que tu Je penses pense qu'il faut une certaine pudeur par rapport à ça. La génération de ces images, est-ce que tu penses qu'elle c'est la résultante aussi de la banalisation en fait de la guerre et de la violence, notamment avec les jeux vidéo, tu vois. C'est devenu un jeu aussi pour nous dans l'Occident. Je pense que la guerre restera toujours un jeu. Je pense qu'elle restera toujours un objet de divertissement dans nos jeux, dans les aspects ludiques de notre vie. Parce que la guerre, c'est la symbolique de l'affrontement, en fait. C'est la symbolique du conflit qu'on peut avoir au quotidien, comme on peut avoir dans nos échanges, dans notre travail. On a des conflits. Et donc, on les rend ludiques sur un plateau de jeu quand on joue aux échecs, par exemple. Les échecs, c'est un jeu de guerre. C'est-à-dire, je veux prendre le roi, je veux anéantir toute mon équipe adverse. Donc avoir des jeux vidéo qui soient violents, c'est pas quelque chose qui je pense est mauvais, et je pense pas que ce soit qu'il faille mener un combat contre cela. Que ce soit régulé, bien sûr, il faut que ce soit régulé. Mais de là à dire qu'il faut les interdire, je ne pense pas, parce qu'une fois de plus, je ne pense pas qu'il faille mettre les secrets de famille dans un placard, ne jamais en parler, pour qu'ils disparaissent. Je pense qu'au contraire, il faut en parler. Il faut l'accepter. Il faut l'intégrer ou le réintégrer dans la société plutôt, l'idée de mourir. Quand on lit les lettres des poilus dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, on voit à quel point la mort est une option. La mort est une éventualité. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est pas pour autant qu'on l'accepte facilement, c'est-à-dire qu'on va se battre au contraire parce qu'on aime la vie, mais il faut accepter de se dire, de toute manière, un jour je vais mourir. Par exemple, tu as quel âge ? 23 ans. 23 ans. Est-ce que tu sais quand tu vas mourir ? Non. Si tu fais une pondération sur l'âge de tes parents, sur l'âge auquel sont morts tous tes ancêtres, tu peux voir à peu près estimer ton espérance de vie. Et donc tu peux déduire, admettons que tu vas mourir à 80 ans, il te reste 57 ans à vivre. Il te reste 57 ans. Qu'est-ce que tu vas faire de 57 ans ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? C'est une perspective qui est bien différente, plutôt que de se dire on verra quand je serai vieux, on verra plus tard, peut-être un jour. Non, tu vas mourir. Et probablement à 80 années. Donc qu'est-ce que tu fais de ces 57 ans ? Combien de fois tu vas voir tes parents durant ces 57 ans ? Et si tu le réduis à savoir tous les ans, je vais peut-être voir mes parents une fois par an, à partir de mes 30 ans, eh bien ça veut dire que tu verras tes parents 50 fois dans ta vie, avant de mourir. Voire même avant, s'ils meurent avant, donc ça va peut-être se réduire à 30 fois. Si je vois mes parents 30 fois, ça met les choses en perspective, je trouve. D'accepter la mort et de dire, ok, maintenant ce que j'ai c'est précieux, ce que j'ai il faut pas que je le néglige. Je suis désolé, on part un peu loin dans la réflexion. C'est excellent. Mais je pense que c'est important, parce qu'aujourd'hui, on vit comme si on n'allait jamais mourir. On vit comme des mecs éternels, on se fait cryogéniser. Oui. On n'espère pas mourir. Il faut accepter le fait qu'on va mourir, qu'on est mortel, et que peut-être qu'en sortant de ce bâtiment, je vais me faire renverser par une voiture. Peut-être, et que je vais en mourir. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que je laisse ? Qu'est-ce que j'ai laissé à mes enfants ? Qu'est-ce que je laisse à mes proches ? Qu'est-ce que je te laisse ? Qu'est-ce que je laisse à la société ? C'est ça qui est important en fait. Et c'est pour ça qu'il faut
remettre la mort au cœur de nos vies. Il faut l'accepter, vraiment. Et moi, c'est ce que je fais. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon combat. Je me suis dit, moi, je lutte contre des gens pour qui la mort est un aboutissement. Ils souhaitent la mort. Alors que dans ma vision, je pense que la vie est sacrée. Et je pense que vraiment, il faut arriver à comprendre que si la vie est sacrée, la mort l'est tout autant. Même si on souhaite, on souhaite repousser la mort, on l'accepte pour autant. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Oui, c'est clair. C'est la raison pour laquelle moi je me suis engagé. Moi c'est clairement pour défendre les innocents. Faire des morts s'il y a besoin de faire des morts, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai pas de problème de conscience avec ça. En revanche, je le ferai pas gratuitement. De la même manière que moi je vendrai pas ma peau gratuitement. Très bien. Voilà. On finit par un truc un peu docte, mais c'est important avec les images qu'on vient de voir. Mais voilà, je pense que c'est important de le rappeler parce que il faut pas regarder ça avec légèreté. Non. Et que ça n'arrive qu'aux autres et que finalement je trouve qu'on s'avilit un petit peu en regardant toutes ces images. On a une espèce de soif un peu malsaine c'est le voyeurisme. Ouais, de voyeurisme, de regarder tous ces gens qui meurent, alors qu'en fait il faut vraiment respecter le fait que c'est des combattants qui meurent en plus, donc c'est pas rien quoi. Des pères de famille, des fils, ouais, des c'est des gens qui font des vrais sacrifices quoi. Ouais. Et je pense que il faut recentrer ça sur nos propres vies et de dire, enfin je veux dire, eux ils meurent, moi il me reste combien de temps à mourir, qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que je fais tout ça moi, qu'est-ce que j'en fais, quid. Voilà. Et ben Louis, merci pour ce mot de la fin, merci pour ta sincérité. Merci Armel. Et ton expérience. On vous invite à voir l'épisode numéro 1 de la série avec Philippe de Paris, de la BRI. On analyse le jeu Call of Duty, vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Et puis vraiment, merci beaucoup. À une prochaine Armel. Et puis à une prochaine, peut-être, pour regarder Call of Duty, parce qu'il me semble que t'as bien le jeu, donc... J'ai été geek, Pour la prochaine.